Chers amis, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le lundi 23 février 2026 et je viens, en qualité d'extrémiste, vous commenter l'actualité. Extrémiste parce que nous le sommes tous. Le mot est à la mode, on n'entend que cela. Les gens se le jettent à la tête comme des injures. Il y a les extrêmes gauches, les extrêmes droites. Et les extrêmes centres? Eh bien oui, il y a des intellectuels, des philosophes, des historiens qui ont compris qu'il y avait aussi un extrême centre. Alors, soyons joyeux tous ensemble et qualifions-nous d'extrémistes. Je suis un extrémiste. Un extrémiste de quoi? De la protection de la nature, un extrémiste du vivant, un extrémiste des droits de l'homme, un extrémiste de la démocratie que je voudrais parfaite, que je voudrais impartiale, que je voudrais idéale, ce que ne peut jamais être une œuvre humaine. Tout est imparfait dans ce monde et actuellement nous allons d'imperfection à l'imperfection jusqu'à l'imperfection totale, je le crains. Donc commentons l'actualité en extrémiste de la démocratie, des droits de l'homme et de la protection de la nature. La France est un agro-État. Alors il y a évidemment des narco-États, on le sait, il y a des États dans le monde qui sont dominés par le trafic de la drogue parce que malheureusement, ils n'ont pas de quoi se financer autrement. Et puis en France, nous avons une relative dictature de lobbies agricoles qui en fait ne représentent pas les petits paysans, mais un certain nombre d'affairistes, de businessmen qui font de l'agrochimie, de l'agrobusiness, de l'agroalimentaire leur fonds de commerce avec une captation d'argent public qui est indécente. Des subventions excessives qui ne vont pas pour aider les petits, mais qui vont pour aider des surexploitants qui exploitent la nature, qui la détruisent. Voilà. Alors l'an passé, il y a eu cette loi Duplon, du nom du sénateur de Haute-Loire, qui a fait voter une loi très favorable aux marchands de pesticides et à l'agroproductivisme. 2 millions d'entre nous, j'en faisais partie, ont signé une pétition au niveau du Parlement, une pétition officielle avec vérification d'identité. C'était très difficile de signer, n'est-ce pas? Vous en savez quelque chose, contre cette loi, en demandant à l'Assemblée nationale de débattre à nouveau de la loi Duplon, dont d'ailleurs elle n'avait pas pu vraiment débattre parce qu'il y avait eu une astuce pour renvoyer la question en commission mixte paritaire. Bon, tout ça, c'est de la cuisine parlementaire qui fait partie des imperfections de notre démocratie. Le débat est venu tout récemment et la ministre de la de l'Agriculture, FNSEA, ministre issue des LR, cette dame a dit à la tribune de l'Assemblée nationale que peut-être des robots avaient augmenté le nombre des signatures. Je ne vois pas comment ils auraient fait, puisqu'il faut passer par France Connect pour pouvoir signer en donnant des références et notamment même son numéro d'INSEE. Donc voilà, mais néanmoins, ça a été passé par perte et profit. Et on voit, comme tous les ans, que le gouvernement va produire une nouvelle loi en faveur de l'agrobusiness et notamment cette année va s'attaquer aux prédateurs. Il est question de détruire davantage de loups dans ce pays pour faire plaisir aux exploitants, aux éleveurs, parce qu'évidemment, on a l'impression que la France n'est peuplée que d'éleveurs et qu'il n'y a que eux qui comptent quand il s'agit de parler de faune sauvage. 80% des Français souhaitent que les loups soient protégés, mais ça ne vaut rien, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte sont les éleveurs, et dès que le loup paraît quelque part, les préfets convoquent des commissions où les éleveurs sont pratiquement seuls représentés. Donc c'est le mal français, c'est un mal qu'on a du mal à s'expliquer parce que sociologiquement, le monde agricole ne représente plus grand-chose, vous savez, dans la démographie française. Si autrefois la France était un pays de paysans, 95% des gens vivaient à la campagne au XIXe siècle et vivaient de l'agriculture, ils étaient encore 2 millions après la guerre, il n'y a plus que 350 000 exploitations agricoles en France et ce nombre diminue d'année en année.
Donc démographiquement, ça ne représente plus grand-chose. Néanmoins, les gouvernants se comportent comme si la France était un pays agricole et parlent de nos agriculteurs, nos agriculteurs, nos agriculteurs, ce qui n'est pas homogène d'ailleurs quand on parle d'agriculteurs, parce qu'il y a aussi un nombre important de paysans qui souhaitent, eux, se réconcilier avec la nature et ne pas tout anéantir, tout détruire, comme un certain lobby le veut, qui veut faire une aseptisation totale de la campagne. Mais néanmoins, cette année, le gouvernement va encore offrir aux exploitants agricoles une loi contraire à l'intérêt de la biodiversité et contraire à l'intérêt de la santé publique, puisque les pesticides sont source de maladies, on le sait, mais il ne faut pas en parler et il faut casser le thermomètre pour ne pas montrer qu'il y a la fièvre. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'agriculture. Les agriculteurs qui ont fait pas mal de dégâts, enfin certains, une minorité, qui ont fait des dégâts importants, ont occasionné des centaines de milliers d'euros de dégâts dans le mobilier urbain et dans la nécessité de nettoyer les ronds-points, les préfectures, les cités administratives et autres. Bon, mais ça, évidemment, le gouvernement n'en parle pas plus qu'il ne parle des exactions de la coordination rurale avec menace de mort, proférée à la tribune de ce syndicat agricole, et des attaques qu'il mène contre les locaux des associations de protection de la nature et contre ceux de l'Office français de la biodiversité. Le gouvernement tourne la tête, regarde ailleurs et n'en tient aucun compte, évidemment, parce qu'il y a la peur. Il y a aussi un certain conformisme et un certain choix idéologique. L'État n'est pas neutre, l'État n'est pas impartial, l'État français n'est pas un État de droit comme nous pourrions le souhaiter. C'est mieux que dans certains endroits, mais je crois qu'il y aurait encore de grands progrès à faire pour que nous soyons vraiment en démocratie et qu'il y ait un État de droit. J'en arrive à un autre sujet qui est le sujet de la violence. Nous sommes dans une société violente. La Macronie, l'extrême centre, parce que le centre est aussi extrémiste, nous a offert des exemples de violences considérables. Il y a eu des violences à l'encontre des gilets jaunes. Je n'étais pas gilet jaune d'ailleurs personnellement, mais je le dis en toute objectivité, la police a fait preuve d'excès de violence à l'encontre des manifestants gilets jaunes, dont encore une fois je n'étais pas. Donc j'en parle pas avec une partialité quelconque. Il y a eu des violences policières, des gens qui ont été blessés, mutilés, dans le cadre de ces manifestations. Il y a eu le scandale, j'en ai déjà parlé, de Sainte-Soline, où là je suis plus concerné, puisque je suis un protecteur de la nature, donc mes sympathies, je ne les cache pas, j'avoue mes conflits d'intérêts intellectuels et éthiques avec les soulèvements de la terre. L'État s'est comporté d'une manière absolument de voyou, en envoyant 2200 gendarmes, en les excitant d'ailleurs, contre des manifestants qui venaient protester non pas pour assaillir la République, comme l'a dit le pauvre ministre de l'Intérieur de l'époque, mais pour venir protester contre un trou dans un champ, un trou où il n'y avait même pas d'eau à ce moment-là, les méga-bassines de la FNSEA. On a envoyé 2200 gendarmes armés jusqu'aux dents qui se sont livrés à des tirs directs sur les manifestants qui ont été mutilés. Il y aurait pu avoir des morts. Je pense que dans un État idéal et impartial, une information judiciaire aurait dû être ouverte à l'encontre du ministre qui a créé les conditions de mutilation, voire, et heureusement il n'y a pas eu de mort, mais il y aurait pu en avoir, tout ça pour défendre non pas la République, puisqu'à Sainte-Soline, il n'y a pas l'Élysée, il n'y a pas Matignon, il n'y a pas l'Assemblée nationale ni le Sénat, il y avait un trou FNSEA dans un champ. Eh bien, on ne met pas en danger la vie et l'intégrité physique des gens pour défendre un trou dans un champ. Même si les manifestants avaient balancé des mottes de terre dans ce trou, ça ne valait pas la peine de tuer un homme. Or, le ministre a délibérément choisi de monter cette affaire en épingle et de créer des conditions. C'est un scandale. Et c'est un scandale absolument qui est impuni, puisqu'il n'y a pas eu les poursuites qu'il fallait, il n'y a pas eu les investigations qu'il fallait, mais le drame
de Sivins, où un jeune botaniste parfaitement pacifique qui s'appelait Rémi Fraisse a été tué par l'explosion d'une grenade dans le dos, lancée par un gendarme mobile. Donc, si vous voulez, il y a une violence. Il y a une violence de l'État. Alors, évidemment, il y a aussi la violence des gens qui se battent dans la rue. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens passionnés qui jouent à la guerre, d'un côté comme de l'autre. Hein. D'un côté comme de l'autre. En juin 2013, un jeune militant d'extrême gauche qui s'appelait Clément Méric a été tué par un militant d'extrême droite, dans une bagarre. Cette année, c'est un militant d'extrême droite qui, dans une bagarre, a été tué par un militant d'extrême gauche. Bon, dans les mêmes conditions, d'ailleurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand les gens vont au baston, quand ils vont pour se bagarrer, bien évidemment, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des mutilations, des infirmités qui soient créées, définitives, ou il peut même y avoir des morts. C'est inhérent à ce genre d'affrontement qu'il faut absolument prévenir. Dans une démocratie idéale, on n'use pas de la violence. On ne frappe pas les gens pour des idées. Ce d'autant que celui qui tue, qu'il soit d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, que ce soit Darmanin qui aurait pu tuer un militant écologiste à Sainte-Soline en déchaînant, en ensauvageant les gendarmes comme il l'a fait, que ce soit les militants d'extrême droite qui ont tué des gens de gauche ou qui ont balancé des Arabes dans la Seine en marge des manifestations du Front National, que ce soit des militants d'extrême gauche qui frappent un homme à terre en lui donnant des coups de pied dans la tête, si les gens qui font ça savaient que celui qui est en face pourrait être un de leurs amis, ou pourrait dans 10 ans ou dans 20 ans renier les pensées, les idées qui l'ont fait tuer et changer complètement d'opinion, on se rendrait compte que la seule chose qui vaut dans la vie, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Parce qu'un jeune fasciste à 20 ans qui rêve d'Hitler ou de Mussolini, qu'est-ce qui nous dit qu'à 40 ans ou 50 ans ou 60 ans, ce ne sera pas un bon sociodémocrate ou un écologiste humaniste? Qui sait? Le temps passe. Ou inversement d'ailleurs. Ou inversement. Les gens peuvent changer d'avis. C'est pour ça qu'il ne faut en politique jamais tuer personne. On ne frappe pas un homme à terre. J'ai envie de dire à ces militants passionnés d'un côté comme de l'autre, réfléchissez à ce qu'Albert Camus a fait dire à son père, qui était un homme simple. Son père avait assisté à l'exécution d'un condamné à mort, et quand il est revenu voir son fils, il a dit « Moi je trouve qu'un homme ça s'empêche ». Ça voulait tout dire. Un homme ça s'empêche, ça ne fait pas certaines choses. On ne frappe pas quelqu'un au point de le tuer. On ne le frappe pas à terre. Bon, ceci dit, c'est pas de la morale à la bonne sœur que je vous fais là. C'est de la logique. Et c'est un choix philosophique, c'est un choix éthique. C'est le choix de la vie. C'est en cela que je dis une chose. L'écologie, je parle de l'écologie philosophique, de l'écologie biocentriste, c'est la seule idéologie qui n'a pas de sang sur les mains. Parce qu'on ne peut pas avoir de sang sur les mains puisque la valeur que l'on met en avant, c'est la vie. Donc on ne peut pas supprimer la vie puisqu'on la met en valeur. Ce n'est pas la race, on n'y croit pas. Ce n'est pas la nation, les drapeaux, on s'en fout un peu. Ce n'est pas le prolétariat, ce n'est pas notre problème non plus. Ce qui vaut pour nous, c'est la vie. Et dès lors que l'on veut la vie, eh bien évidemment, on ne tue pas. C'est pour ça que l'écologisme est la seule idéologie qui n'a pas de sang sur les mains. Les religions ont toutes commis des crimes à travers l'histoire. Pensons à l'Inquisition, aux bûchers, aux sorcières, à tout ça. Pensons à ce que les religions, toutes, ont commis comme crime et qu'elles commettent encore. Vous voyez ce qui se passe au Proche-Orient, où les uns, au nom d'une race supérieure à une autre, commettent des génocides ou des crimes sans nom. Bon, tout ça, c'est horrible. Eh bien, il faut éviter cela. Alors, j'en viens aux incidents de Lyon, par exemple. Les incidents de Lyon. Là, je voudrais que l'État démocratique et les formations politiques expliquent que toute idéologie a le droit de s'exprimer. Les gens d'extrême droite ont le droit de tenir des meetings. Et quand les gens d'extrême droite, les racistes, tiennent des meetings, SOS Racisme, qui va manifester contre
ces meetings s'exposent à des risques. J'ai entendu qu'un jeune nazi avait été condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 9 avec sursis tout récemment, parce qu'il avait blessé des gens des SOS racistes qui étaient venus protester à Paris contre un meeting de l'extrême droite. Qui avait tort dans cette affaire? Les gens des SOS racisme. On ne va pas protester contre le meeting des autres. À Lyon, que s'est-il passé? Une députée de gauche faisait une conférence à l'Institut d'études politiques de Lyon. Elle avait le droit. Elle avait le droit. Que s'est-il passé? Des gens d'extrême droite sont venus au nom d'une association qui porte le nom de la déesse de la vengeance, Némésis, sont venus protester. Qui avait tort? L'extrême droite. Parce que les gens de gauche ont le droit, comme les gens de droite ou d'extrême, de faire des meetings. Et celui qui vient perturber le meeting des autres, bien sûr qu'il vient porter des coups et recevoir des coups. Hein? Donc, si vous voulez, il ne faut pas créer les conditions de meurtre ou de mutilation. Et pour ne pas créer les conditions de meurtre ou de mutilation, il faut partir de ce principe qu'en démocratie, tout le monde a le droit de s'exprimer et de s'exprimer dans la paix, dans la sécurité. On peut protester, on peut combattre des idées, et je les combats. Je suis personnellement antifasciste. Mais si je suis antifasciste, je reconnais, parce que je suis antifasciste, aux fascistes le droit de s'exprimer. Et c'est ça qui me différencie d'eux. Parce que quand ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font de la presse? Ils en font une presse Bolloré. Qu'est-ce qu'ils font de la justice? Ils en font une justice aux ordres de l'État. Et actuellement, dans le monde réactionnaire qui est en train de s'installer sur la planète, aux États-Unis, en Russie, en Hongrie et dans d'autres pays, que je ne citerai pas tous, l'internationale brune est en train de supprimer la liberté d'expression en la falsifiant, ce qui a toujours été le propre des nazis et des fascistes, c'est-à-dire de transformer l'information en propagande. Et c'est là le problème. C'est pas de tuer des gens. Tuer un homme, c'est toujours abject. C'est toujours intolérable, quel qu'il soit. Le problème, il est ailleurs. Le problème, c'est de préserver une justice qui soit totalement indépendante, une justice qui puisse juger sereinement des gens de gauche et des gens de droite sans avoir à qualifier d'assassinat ce qui sont en fait des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, ou qui puisse même juger un ministre quand un ministre crée les conditions, pour des raisons de base politique, des conditions d'affrontement où il risque de mutiler et de tuer quelqu'un pour défendre un trou FNSEA dans un champ, ce qui est absolument également intolérable. Donc, si vous voulez, si on veut une démocratie exemplaire, si on veut, comme je le suis, un extrémiste des droits de l'homme, de la liberté, et un extrémiste du respect de la vie, il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce que finalement, nous sommes dans des sociétés qui sont humaines, donc qui sont imparfaites et qui sont perfectibles. Et j'avoue que la Macronie n'a pas fait beaucoup progresser l'éthique dans ce pays. En instrumentalisant les forces de l'ordre comme ils l'ont fait pour défendre l'ordre social et pour défendre des intérêts catégoriels, ils n'ont pas rendu service. Mais nous revivons, vous savez, et je l'expliquais la dernière fois, nous revivons les années 30. Et ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé à Lyon, ce qui se passera peut-être demain ailleurs, nous évoque ce temps-là. Je vais vous raconter une histoire. Le 23 février 1930, il y a eu des bagarres. 23 février, vous voyez, nous sommes aujourd'hui le 23 février 1930. Il y a eu des bagarres en Allemagne entre le KPD, c'était le Parti communiste allemand de l'époque, et les SA d'Adolf Hitler. Ça se battait dans les rues. Et presque tous les jours, il y avait des morts. Les SA tuaient des gens. Les communistes en tuaient aussi. Le Pacifique, Parti socialiste allemand de l'époque, avait même dû se doter d'une milice pour se protéger de ces violences, parce que les SA essayaient d'empêcher tous les meetings de gauche. Mais le 23 février 1930, c'est l'anniversaire, aujourd'hui,
un jeune SA était tué par un communiste. Et ce jeune SA s'appelait Horst Wessel Lied. Horst Wessel Lied. Et Horst Wessel Lied avait écrit une chanson. Et cette chanson était devenue l'hymne du parti nazi. Le Horst Wessel Lied, c'était leur hymne. Ça ne vous dit rien tout cela? C'est ce que j'appellerais les concordances de l'histoire. Ne revivons pas, mes amis, les années 30. Ne revivons pas cette période-là. Essayons d'échapper à la fatalité. Actuellement, dans tous les pays du monde, les idées du Troisième Reich reviennent sous des formes évidemment édulcorées, des formes dissimulées. Ils mettent la cravate, ils sont respectables. Mais quand ils seront au pouvoir, ils serviront le business, la chasse et la presse Bolloré. Ils vendront les médias à la propagande. Et la liberté tremblera comme elle tremble actuellement aux États-Unis, où ils sont aux portes de la guerre civile. Mes amis, réveillez-vous et soyez unis. Ne vous divisez pas. N'écoutez pas ceux qui vous disent « Ah, il faut éliminer les extrémistes. Il faut opposer M. X à M. Y, M. Mélenchon à M. Glucksmann, M. Poutou à M. Hollande. » N'écoutez pas ceux qui vous parlent des voies de la division. Il faut que tous ceux qui sont attachés à l'esprit de la démocratie s'unissent au contraire contre le fascisme. Et en ne tuant personne et en n'exerçant aucune violence, jamais, contre des êtres vivants. À bientôt, mes amis, pour d'autres réflexions. Portez-vous bien!